Yo tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, deuxième vidéo qui va aborder le sujet du Springfield 1903. Je ne suis clairement pas un spécialiste des armes anciennes, néanmoins j'ai fait quelques recherches et je voudrais du coup vous synthétiser mes recherches pour que vous compreniez un petit peu l'histoire de ce Springfield 1903. Alors, déjà, Springfield 1903, c'est bien, on commence déjà par un abus de langage puisque la vraie dénomination de cette arme c'est le M1903 pour modèle 1903. Springfield 1903 c'est devenu un abus de langage puisqu'en fait, deux grosses usines ont fabriqué les Springfield 1903 au début. Vous voyez, j'utilise même la mauvaise dénomination. C'est donc Springfield et Rock Island. Alors, pour la suite de la vidéo, je vais appeler ça Springfield 1903. C'est un abus de langage, tout le monde le fait, mais voilà. Excusez-moi, vraiment, M1903. Alors, d'où il vient et quelle est son origine à ce Springfield? Alors, ce Springfield, tout simplement, on le surnomme le Mauser américain. Pourquoi? Vous allez comprendre très rapidement. À la fin du 19e siècle, on a eu l'opposition, une guerre entre l'armée américaine et l'empire colonial espagnol, où donc s'affrontaient d'un côté des Mauser espagnols, de l'autre côté des Krag Jorgensen. Bon, ils se sont vite rendus compte, les Américains, que le Mauser était très largement supérieur balistiquement, qu'il tirait plus rapidement, qu'il était plus fiable, bref, il était meilleur sur tous les points. Ils ont gagné cette guerre, mais à la fin ils se sont dit bon, on va pas faire la connerie deux fois, on va peut-être mettre à jour notre arme, puisque là, très clairement, on est dépassé technologiquement. Donc, avec quelques Mauser qui ont été capturés, tout simplement ils ont repris les éléments qui faisaient les spécificités du Mauser pour l'adapter sur une arme américaine, en l'occurrence le M1903. A l'origine, les premiers modèles du Springfield étaient chambrés dans le 3003, qui était en fait l'équivalent, alors c'est un 30-06 simplement avec une prise de rayure qui est plus lointaine et l'étui est un peu plus long. Voilà. Alors ils avaient fait ça pour la simple et bonne raison qu'à l'époque ils pensaient que les projectiles round nose, domés, étaient les plus performants par leur tenue au vent et par l'énergie qu'ils délivrent. Ils se sont vite rendus compte avec les 8 mm Lebel et les 8 mm allemands que les projectiles Spitzer étaient de loin plus performants, et que donc du coup, déjà le tout nouveau calibre qu'ils venaient de faire, dans la toute nouvelle arme qu'ils venaient de faire, à peine arrivé, c'était déjà dépassé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé une partie des canons pour recréer ensuite un filetage, pour rapprocher les rayures, et en fait ils ont converti leur 30-03 en 30-06, le calibre qu'on connaît aujourd'hui. Donc déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le 30-06, je vous invite à aller le voir, c'est hyper intéressant, la naissance d'un calibre si connu, qui est né clairement juste pour faire une économie sur 100 000 carabines. Et je trouve ça dingue. Et comme quoi, des fois, les économies, ça marche, puisque là, vraiment, c'est devenu un succès planétaire. Alors, ce Springfield 1903, très clairement, c'est une copie d'un Mauser allemand. On a quelques caractéristiques qui sont hyper particulières et qu'on retrouve quasiment que sur les Mauser. Alors, on va sortir la culasse, et vous allez comprendre tout de suite pour les connaisseurs. Ceci est donc la culasse d'un Springfield 1903 qui a clairement les attributs d'une culasse Mauser. Donc on a la griffe d'extraction qui est pivotante autour du corps de la culasse. On a deux tenons en tête, plus un tenon de sécurité à l'arrière. En cas de rupture des tenons à l'avant, le dernier tenon évite de se manger la culasse dans les dents, c'est très pratique. Ce Springfield 1903, je trouve qu'il a des caractéristiques qui sont hyper intéressantes d'un point de vue utilisation et armement. On va remettre la culasse. Donc là, je remets la culasse, donc j'ai un petit sélecteur sur le côté. Ce petit sélecteur, il peut avoir trois positions. La position off, la position centrale, la position on. On veut dire que je vais pouvoir alimenter par chargeur. Attention, si le chargeur est vide, la trapette d'élévation va venir bloquer le réarmement de la culasse. Exemple, la culasse est vide, je vais à l'arrière, je ne peux plus aller à l'avant. Donc là, la trapette d'élévation vient me bloquer. Je ne peux pas, par exemple, mettre juste une munition et venir la chambrer. Ou alors si je la mets, il faut que j'appuie sur la lame de chargeur pour venir avancer la culasse. Pas très pratique au combat. Donc du coup, si jamais on voulait armer qu'au coup par coup, on vient poser le sélecteur sur la position off. Et là, quand je viens au bout, la culasse ne recule pas autant qu'en position on. Et en ne reculant pas autant qu'en position on, elle empêche la trapette d'élévation de venir monter et bloquer la culasse pour le verrouillage d'une seule munition. Et donc là, je suis capable d'alimenter au coup par coup. Mon chargeur n'est plus utilisé, il est shunté. C'est hyper intéressant aussi. Si j'ai 5 munitions dans le chargeur et que je ne suis pas forcément stressé à devoir tirer les 5 coups, je peux tranquillement alimenter coup par coup au-dessus des 5 munitions qui sont dans mon chargeur. Si pour une raison
X ou Y, je dois rapidement délivrer une grosse puissance de feu, je passe le sélecteur sur On, et là directement j'enquille les munitions qui sont dans le chargeur. Je trouve ça génial. Cette position on-off était utilisée par les officiers pour simplement rationner les soldats, pour dire d'éviter d'avoir une consommation abusive de munitions qui pourrait entraîner une pénurie ou carrément un manque de munitions sur le champ de bataille. Alors maintenant, si on avance sur les organes de visée, qui sont hyper caractéristiques des Springfield, donc les organes de visée peuvent être utilisés de deux manières différentes. Première utilisation, tels qu'ils sont ici, on a une petite hausse ici qui permet d'être réglée sur 500 yards. Alors très clairement, je trouve ça assez aberrant comme distance. Je me dis que les mecs s'ils tirent à 500 yards comme ça, chapeau les gars. Mais voilà, c'est les réglages de l'époque. Si on veut tirer à d'autres distances, plus près ou plus loin, on pivote la hausse de combat. Et ici, on est capable, en dévissant, de venir faire coulisser les organes de visée. Les organes de visée sont hyper complexes. Très franchement, c'est le premier truc qui m'a choqué avec cette carabine, c'est la complexité des organes de visée. Puisqu'en fait, on peut les utiliser de 4 manières différentes. Première méthode, telle qu'on l'a là. Deuxième méthode, comme ceci. Et dans cette position-là, on a 3 organes de visée qui peuvent servir de prise de visée. Ils sont de plus ou moins grosse taille. Donc le premier en bas, c'est un système comme un obturateur. Hein, c'est un peu le système d'un dioptre. J'ai un trou qui me permet d'avoir une concentricité avec le guidon. J'ai ensuite une encoche de petite taille et une encoche de grande taille. Et donc les graduations de part et d'autre me permettent de dire à quelle distance je vais régler mes organes de visée. Alors très franchement, hyper surpris par la complexité de cet élément. Au début, franchement, j'étais un petit peu perdu. Et en même temps, un peu stupéfait du fait qu'un truc aussi fragile eût été utilisé au combat. Parce que très franchement, on l'accroche, ça bouge. Moi, je l'ai rangé dans mon fourreau, dans une position bloquée, je l'ai ressorti la deuxième fois, tous les réglages avaient bougé. Je me dis donc, au combat, ils avaient intérêt de faire sacrément gaffe aux organes de visée, à ce que ce ne soit pas cogné, parce que très franchement, c'est hyper fragile. Voilà. Donc ça, c'est un modèle Springfield 1903 A1, les premières versions. Enfin, il y a eu le Springfield 1903, ensuite il y a eu le Springfield 1903 A1, puis le A3, bref, il y a tout un élément là-dessus. Alors je suis clairement pas un pro de toute l'histoire des Springfield, mais notamment la grosse différence entre le A1 et le A3, ce sont les organes de visée. Le A1 utilise cet élément qui est hyper fragile, le A3 utilise ici un système qui ressemble plus à un dioptre en fait, qui permet en plus de moins se fatiguer les yeux, puisqu'on a un peu moins d'accommodation à faire sur toutes les distances, et surtout c'est beaucoup moins fragile que cette solution ici. Voilà ce qui fait notamment la différence entre les Springfield 1903 de la Première Guerre mondiale et ceux de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, bon, il y a encore plein d'autres éléments, on va pas forcément rentrer à fond dans le détail là-dessus, je vous propose d'aller au stand de tir et de tirer encore un petit peu avec cette carabine. Là, j'ai besoin de ça. Alors. C'est bon, vous avez un casque, hein? Oui. Ouais. Semble honnête. Bon. Je suis désolé, mais tu sembles honnête. Bon, ben, écoute, merci. Non, les 100, les 100, les 100. Voilà. Dans une boutique 59 € les 100 amorces. Faudra que tu prennes des larges rifles pour ta 308. Ouais, mais ça, de toute façon, j'aurai pas les outils tout de suite, tu sais. Mais regarde, c'est pas le même prix par contre. Ouais, c'est pas le même prix. T'as 308. Ok, j'avais tiré avec un seul coup et tout. Je vais pour les désamorcer. Avec le petit pistolet là.
T'es curé. Là, j'ai trouvé une boutique là, donc j'ai envoyé un message ce matin. Je vais voir s'ils me répondent. S'ils me répondent un jour. Guillaume va. Ok, c'est dans mes cordes, je crois. Ouais, c'est pas tout compliqué. Je t'ai mis que des complètes. Bon, je tente une autre stratégie avec la prise de visée. En fait, la mire elle est tellement épaisse que ça me couvre le noir de la C50. Donc je sais jamais si je suis, si je suis au milieu, en bas, en haut. Alors là, t'es. Donc du coup, ce que je fais, alors du coup là, ce que je fais en fait, c'est que le rond de la C50, le rond central, il est là, et je viens mettre ma mire en bas pour laisser une fine bande de lumière, Ouais, pour exactement que je sache où est-ce que je suis. Tu peux mieux le positionner. Parce que sinon, je suis perdu dans le rond noir en fait. Compris. Allez. Oh putain, le groupement d'enculés! Oh, le groupement d'enculés que j'ai fait à la fin là! Oh putain, trop bon! Ça marche pas technique pour changer la visée. Ouais. Donc en fait, maintenant, ce que je fais, avant j'avais ma mire qui venait ici. Oui, donc oui, mais le problème que ma mire, c'est que je voyais pas si j'étais là, là ou là. Là, tu as la ligne, tu vois bien la démarcation. Ah voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma mire ici et je garde un fin filet de lumière, le plus fin possible. Ouais. Et donc en fait, ce que je fais, tu sais, c'est en fait, je commence là, je monte jusqu'à ce que là, je le perds. Pouf, je tire. Je vais pas y toucher à ce groupement-là. Là, de toute façon, il faut que je règle mes organes de visée en conséquence. Mais ça peut être pas mal, ça. Bon, on revient de la cible. Je pense que c'est mon plus beau groupement. On va régler les organes de visée et puis on va essayer de centrer ça. Bon, pour résumer, j'ai fait mon meilleur groupement en utilisant mon nouvelle méthode de visée. Je vous expliquerai ça. On va charger un chargeur de 5 coups, on va tirer au chargeur. J'y suis allé un peu fort. J'étais en haut à gauche, maintenant je suis en bas à droite. Mais symétrique en fait. Faut que je refasse la même chose mais divisé par 2. Ah putain. C'est quand même compliqué à régler hein, des organes de visée comme ça. Putain. Allez. Ah, mes yeux ils partent en couille. Je vois plus rien là. 42 mm. Ouais. J'ai pris un Ster, moi. 54 mm. Contorio, c'est une marque de chez Contorio, c'est un rebadge, Wurth sont les mêmes et tout. 60 mm. Je suis assez satisfait. C'est beau là, il y a 3 balles qui se touchent là. Dommage pour ces deux là. Et je crois que j'ai trouvé la technique là. Je vais mettre mon manteau parce que je sens que je vais prendre des claques en t-shirt avec la plaque de couche en acier.
C'est pas une bonne idée. On va mettre un petit coussin pour l'ergonomie. Le truc pour casser des casques. Ah. Donc après cette série là je vais arrêter, elle est en train de me défoncer l'épaule. Allez, c'est fait pour aujourd'hui. Je vois plus clair et j'ai mal à l'épaule. Allez, on va viser numéro 1. Bon, je profite de ces quelques images de fin où je tire avec la 6.5-47 pour le plaisir et me décontracter pour faire un petit topo sur les avant-temps sur le Springfield 1903. Bon, clairement, le premier groupement à chaque fois de chaque séance, j'ai vraiment du mal à me mettre dedans, il est souvent horrible. Les groupements 2, 3 et 4 sont souvent les meilleurs. Mes yeux commencent à se faire à la prise de visée. En plus, je pense que je deviens un peu plus à l'aise avec les organes de visée, donc à force, ça vient bon. Mais ça va encore nécessiter un certain nombre de tirs parce que très clairement je suis pas vraiment à l'aise avec ce genre d'arme. Et puis au bout d'un moment, généralement à partir du 4e, 5e groupe, bon voilà, le fait d'avoir été tabassé par la carabine fait que je descends fortement en précision. Et donc tout simplement l'idée ça va être maintenant de pouvoir me mettre au rechargement, de trouver des munitions, enfin de faire des charges qui vont être plus light, qui vont un peu moins me malmener pour voir si ça a tendance à améliorer mes fins de séance. Et puis essayer de trouver peut-être encore en changeant des organes de visée, en changeant la manière dont je prends ma visée, pour essayer d'être plus consistant, parce que clairement je ne suis pas constant. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo.